Le groupe A a la particularité d'accueillir le pays organisateur, le Qatar, suivi du Sénégal, champion d'Afrique en titre, des Pays-Bas et de l'Équateur. On redoutait un peu de la faiblesse du groupe avec le Qatar, mais finalement, le rapport de force a été équilibré avec les Pays-Bas, meilleure équipe du chapeau 2, et le Sénégal, meilleure équipe du chapeau 3. Chaque continent est remarquablement bien représenté, ce qui nous donnera des rencontres inédites tout au long des premières semaines de la compétition. La Coupe du Monde 2022 s'ouvrira alors avec un match d'anthologie entre le Qatar et l'Équateur le 20 novembre 2022 et se poursuivra le lendemain avec le premier choc entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le Qatar aura le plaisir de découvrir pour la première fois la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs le seul pays engagé dans cette édition 2022 à connaître une première participation. À l'heure actuelle, le Qatar pointe à la 48e place. Seuls l'Arabie Saoudite et le Ghana font pire parmi les 32 équipes engagées. Pourtant, les Qataris peuvent se vanter d'avoir fait un bond de 50 places, de la 93e à la 48e au classement FIFA, les amenant proches des meilleures nations mondiales. La sélection n'a pas pu bonifier son nombre de points, en partie à cause des matchs amicaux imposés à l'équipe. Bien entendu, l'équipe n'est pas passée par la case des éliminatoires et s'est directement qualifiée en tant que pays hôte. Cependant, si on doit regarder les résultats récents, le Qatar a joué en décembre 2021 la FIFA Arab Cup à domicile, avec des prestations plutôt intéressantes. En dominant leur phase de groupe avec 3 victoires consécutives sur le Oman, Bahreïn ou l'Irak, le Qatar n'a démontré aucune faille derrière et s'est surtout imposé en fin de match. Des performances qui se suivent ensuite avec un étonnant 5-0 face au rival des Émirats Arabes. Ils se feront alors éliminer par l'Algérie en demi-finale, mais auront bien préparé leur événement à domicile. Félix Sanchez est espagnol, il a 46 ans et est surtout réputé pour avoir été l'un des entraîneurs de l'équipe jeune du Barça entre 1996 et 2006, ayant à sa charge des joueurs comme Sergi Roberto ou Gérard Deulofeu. Il a ensuite eu la lourde charge de développer l'académie qatari en 2006 pour faire émerger les talents de demain locaux. Comme une succession logique des choses, il dirigera alors ensuite l'équipe jeune qatari pour progresser étape par étape. Installé depuis, il est promu alors en 2017 à la tête de la sélection principale dans le but de faire oublier les échecs du passé. Il devient alors à ce jour le sélectionneur qui a dirigé le plus de matchs de l'histoire de la sélection qatari. La stabilité semble fonctionner avec des résultats convaincants qui semblent satisfaire les supporters. En 78 matchs, il n'a perdu que 23 rencontres. Du point de vue du jeu, le sélectionneur opte pour un système de jeu à 3 défenseurs derrière et 2 avant-centres de métier devant. Et malgré le manque de qualité, le jeu qatari est plutôt captivant sur le terrain. Le sélectionneur tente de reposer son jeu sur une attaque réfléchie en gardant le ballon le plus longtemps possible et en utilisant les espaces laissés par les opposants. Ils font aussi preuve de ténacité derrière avec une multiplication de pressing. Enfin, leur solidarité défensive en bloc est difficilement franchissable. Au cours des 10 derniers matchs officiels, le Qatar n'encaisse alors que 8 buts. Une tactique qui s'est avérée payante lors de la dernière Coupe asiatique en 2019. L'équipe doit cependant encore trouver la faille contre des équipes hors de la zone asiatique, où des récentes défaites contre les États-Unis ou le Portugal ont été aperçues. Akram Halif est le joueur à suivre. Lui, formé par l'académie qatari, connaît bien le football local et a même eu la chance de se former du côté de Séville entre 2012 et 2014. Il revient alors à El Assad en 2018 pour être élu 2 fois meilleur joueur de la saison entre 2019 et 2020. Le défenseur Abdelkarim Hassan, fort de ses 100 sélections, use de son physique pour remporter ses duels aériens. À lui de faire preuve de concentration dans la plus belle des compétitions. Enfin, devant Almoez Ali, déjà connu pour avoir planté un doublé en finale de la Coupe asiatique et surtout terminé meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. Tout un pays attend beaucoup de l'attaquant, de Al Douaï.
Les Qataris pourront s'appuyer sur l'appui de leur public local. Ils pourront aussi s'appuyer sur des joueurs qui se connaissent et qui évoluent dans le même championnat. De certains liens de complicité peuvent alors se créer sur et en dehors le terrain. Attention quand même parce que techniquement cela peut être assez délicat et le groupe est encore trop faible pour espérer créer une surprise lors de la prochaine Coupe du Monde. Le Qatar avait déjà démontré lors de la Copa América 2019 où ils avaient été invités et ils avaient fait bonne figure face à des équipes sud-américaines. Ils ont les moyens de déranger les grosses nations et d'être surprenants sur quelques actions. Attention quand même à ne pas se faire déborder trop rapidement en phase de contre. L'Équateur, ou la Tri, comme on peut les appeler, sont actuellement 44e au classement FIFA. Pas loin devant leur concurrent direct, le Qatar. Après avoir connu sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde en 2002, suivi d'un parcours surprenant en 2006 où la Tri avait créé la sensation en terminant deuxième du groupe derrière l'Allemagne, puis battu 1-0 par l'Angleterre de Wayne Rooney en huitième de finale, l'Équateur n'en est pas à son premier coup d'essai et peut-être cette équipe révélation à la fin de la compétition pour leur 4e participation de leur histoire. En qualification sud-américaine, l'Équateur a rapidement pris de l'avance sur ses concurrents directs, en enchaînant des victoires de prestige, notamment contre l'Uruguay, 4-2, puis ensuite contre la Colombie avec un très net 6-1, leur permettant alors de côtoyer le podium derrière les géants brésiliens et argentins. Même si leur parcours est un petit peu plus critique vers la fin de la phase éliminatoire, avec des défaites surprenantes contre le Paraguay 3-1, la Tri termine alors 4e avec 26 points et 7 victoires au compteur, et obtient alors son ticket sans passer par les barrages. Gustavo Alfaro a pris les rênes de cette jeune équipe en pleine pandémie du Covid, et juste avant les éliminatoires sud-américaines. Avant cela, pour les connaisseurs du football argentin, Gustavo Alfaro était connu pour avoir entraîné des clubs de bas étage comme Quilmes ou Olimpo en Segunda División. Puis il a commencé à se faire un nom du côté de Arsenal de Sarandi où il dirigea plus de 200 matchs et où il triompha en soulevant la Copa Sudamérica 2007, l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Il s'est aussi mis en avant pour avoir dirigé l'équipe prestigieuse de Boca Juniors sans vraiment avoir imposé un style de jeu convenable en 2019. Il connaît alors sa première expérience hors de l'Argentine en prenant une sélection comme l'Équateur. Là où on lui a lancé l'enfer, le coach argentin de 60 ans a finalement su tirer tout le potentiel de ce groupe en se qualifiant. Le jeu de l'Équateur se résume souvent à un jeu de transition rapide, mais parfois couronné d'un manque de discipline, lorsqu'il s'agit de se replier en bloc. Les temps forts offensifs se font de plus en plus grands, mais pas toujours conclus de la meilleure des manières. Un exercice où la sélection doit s'améliorer davantage s'ils veulent prendre le contrôle du match rapidement. Gustavo Alfaro n'a pas de style de jeu particulier. Il s'adapte aussi bien en 4-3-3, porteur du danger offensif, qu'en 4-4-2 plus compact pour équilibrer son jeu. L'un des joueurs les plus connus de ces dernières années était bien entendu Antonio Valencia, l'ancien latéral gauche de Manchester United. Aujourd'hui à la retraite, l'Équateur dispose d'un groupe très jeune avec des talents évoluant un peu partout en Europe. En défense, le plus connu est Pervis Estupiñán, l'ancien latéral de Villarreal et aujourd'hui du côté de Brighton, et détonne de toute son énergie pour déborder sur son côté. Ses capacités de dribble sont intéressantes lorsqu'il doit accélérer dans les phases offensives. Il peut amener rapidement le surnombre en attaque. Le défenseur du Bayern Leverkusen, Piero Hincapié, connaît déjà le haut niveau en participant cette saison à la Ligue des Champions. À seulement 21 ans, il s'est déjà imposé comme un atout de taille derrière. Son agressivité l'a amené à gagner de nombreux duels et son association avec l'expérimenté Arboleda sera très importante.
Au milieu de terrain, les fidèles de la Liga connaissent le talent du jeune Gonzalo Plata, 22 ans, du club de Valladolid. Véritable provocateur, il peut effacer son vis-à-vis en 2 gestes. Mais à ses côtés, on connaît surtout Moises Caicedo, 20 ans aussi, qui est la nouvelle pièce maîtresse de l'entrejeu de Brighton. Capable de jouer en 8 ou en 6, il performe par ses prises de décision. Il voit et il comprend le jeu en lançant ses partenaires dans les espaces. Il se peut qu'il soit la nouvelle révélation de ce mondial 2022. Devant, Enner Valencia, capitaine et vétéran de cette équipe du haut de ses 33 ans, pourrait être chargé d'aider son équipe à marquer. En termes de qualité, le groupe équatorien peut bénéficier de la vivacité et de l'énergie de ce groupe très jeune. Ils peuvent aussi s'appuyer sur des résultats surprises en phase de qualification contre le Brésil ou l'Argentine où ils avaient terminé sur un match nul de parité 1 partout. Mais qui dit groupe jeune dit manque d'expérience ou de maturité qui peut être fatal dans ce genre de compétition. Pour le retour en compétition, l'Équateur reste encore un groupe rajeuni, dont la plupart vont connaître une grande compétition internationale. L'Équateur doit surtout se servir de cet événement pour grandir, surtout en vue de l'organisation de la prochaine Copa América qui se déroulera chez eux en 2024. La meilleure équipe d'Afrique pointe à la 18e place au classement mondial. Fort de leur début d'année 2022 tonitruant, battant coup sur coup l'Égypte sur pénalty, le Sénégal fait figure de favori pour titiller les meilleures équipes du monde. Cette sélection qui a enfin réussi à soulever sa première CAN de son histoire en février dernier va pouvoir s'appuyer sur cette réussite pour triompher de nouveau. Le Sénégal n'en est pas à leur premier coup d'essai en Coupe du Monde. Pour leur première participation en 2002, ils avaient sorti la France en phase de groupe et s'étaient hissés jusqu'en quart de finale avant de perdre 1-0 contre les Turcs en prolongation. Une performance qui reste gravée à jamais pour son capitaine de l'époque et sélectionneur d'aujourd'hui, Aliou Cissé. En phase de poule, le Sénégal s'est sorti aisément d'un groupe composé, entre autres, du Togo ou de la Namibie. Des rencontres facilement à leur portée qui s'est soldée sur 5 victoires et un match nul au total. Ils ont su faire preuve d'habileté devant le but tout en gardant leur cage dans les moments critiques. Le match de barrage aller-retour était l'occasion de retrouver l'Égypte, cette même sélection qu'ils avaient battue un mois auparavant en finale de la CAN. Malgré une défaite à l'aller dans un stade chaud au Caire, les Sénégalais, bien appuyés par leur public, sont allés chercher un résultat 1-0 pour égaliser dans le total des 2 matchs, puis s'en est allé battre le gardien El Shenaoui au penalty par l'intermédiaire de Sadio Mané. Une 3e qualification historique pour une Coupe du Monde s'offre alors à eux. Aliou Cissé, en place depuis déjà 2015 et amenant pour la 2e fois son équipe en phase finale de la Coupe du Monde après celle de 2018, a connu des hauts et des bas sur le banc des Lions de la Teranga. Souvent critiqué par son manque d'idées dans le style de jeu proposé, Aliou Cissé a cependant toujours eu les résultats souhaités. Le sélectionneur est un acharné du travail et essaye d'être toujours proche de ses joueurs. Il mise sur la relation et la communication pour comprendre l'état d'esprit de chacun de ses joueurs. D'ailleurs, sa dernière victoire en la CAN sonne comme une revanche pour lui, après avoir perdu la finale de 2019 contre l'Algérie. Aliou Cissé est très attaché à son pays et cela se ressent dans chacune de ses déclarations publiques. Il a toujours voulu que du positif pour son pays, le Sénégal. Victorieux de la CAN en 2022, il est désormais salué par la presse locale et se met au défi de faire mieux qu'en 2018 pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur sait qu'il a un effectif pour briller et possède une génération bourrée de talent.
Dans un style de jeu en 4-1-4-1, en donnant un nouveau rôle de numéro 10 à Sadio Mané, l'ancien joueur des Reds se retrouve dans une position plus reculée par rapport à l'avant-centre pour offrir donc plus de créativité au milieu de terrain et se rendre beaucoup plus disponible pour l'ensemble de ses partenaires. Et forcément, la formule est gagnante. Sadio Mané peut facilement repiquer à gauche comme au centre et offrir plus de solutions dans le jeu. En phase de possession, il est d'ailleurs demandé aux latéraux de monter haut pour apporter plus de danger et recevoir des passes directes de la part des centraux. Le triangle de 3 au milieu de terrain a aussi la faculté de jouer rapproché pour presser ensemble et contrecarrer le plan de jeu offensif adverse. Autant profiter du vivier de stars que la sélection sénégalaise dispose dans ses rangs. Et dans les cages, à seulement 25 sélections, mais déjà une carrière de géant, Edouard Mendy est le dernier rempart sénégalais. Celui qui sauve des points et qui reste toujours très vigilant sur sa ligne. Son côté leadership lui permet aussi de replacer correctement sa défense dans les moments délicats. Juste devant lui, impossible de ne pas citer son partenaire à Chelsea, Kalidou Koulibaly, capitaine de cette sélection et féroce défenseur qui remporte plus de duels qu'il n'en perd. Au milieu de terrain, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, remplit son rôle de milieu-centre dans la mesure de décaler proprement le jeu sur un côté. Au côté opposé, on peut retrouver aussi le jeune Pape Matar Sarr, l'ancien joueur messin, qui lui aussi peut avoir une place dans le 11 sénégalais pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, devant, Ismaïla Sarr, le joueur de Watford, apporte sa vivacité sur le côté droit. Mais le joueur à suivre, c'est bien entendu Sadio Mané, véritable star de l'équipe, lui qui peut aider ses partenaires dans le jeu. Il évolue désormais dans l'axe du Bayern Munich et va certainement retrouver ce poste pour la prochaine Coupe du Monde. Alors oui, son rôle premier sera de marquer, mais il va aussi apporter sa disponibilité sur le terrain pour créer plus de mouvements autour de lui. Il sera très attendu pour terminer l'année 2022 en toute beauté. Il y a beaucoup de qualités dans ce groupe sénégalais et bien entendu, quand on parle de 2022, tout leur réussit. Aussi bien leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations, la première de leur histoire, mais aussi cette qualification cherchée contre l'équipe égyptienne au penalty a été importante psychologiquement et mentalement pour tous les joueurs. On sent aussi un groupe soudé. Un groupe qui n'a connu que du positif en cette année 2022 et qui possède sûrement la meilleure équipe de son histoire sénégalaise. Mais attention, on a quand même encore du mal à se situer par rapport à d'autres équipes européennes ou asiatiques. L'équipe n'a jamais pu se confronter à d'autres équipes du monde et on ne sait pas encore comment est-ce que cette sélection va réagir dans ces moments-là. Après leur succès en Coupe d'Afrique des Nations, leur futur objectif sera de faire mieux que de la simple figuration lors de la prochaine Coupe du Monde. Le groupe est soudé, talentueux et peut vraiment battre n'importe qui. À eux de rester solidaires comme ils savent le faire et la formule peut être gagnante pour faire mieux que des quarts de finale et devenir même la première équipe africaine à arriver en demi-finale. Les Pays-Bas remontent tout doucement la pente et se retrouvent même 8e au dernier classement FIFA publié. Cela est dû en partie à des résultats convaincants en Ligue des Nations devant la Belgique ou les Pays de Galles, deux autres nations engagées pour Qatar. Et pourtant, cette remontée était loin d'être acquise. Cette sélection a galéré à se retrouver un statut après leur triplette gagnante Robben, Van Persie, Sneijder et leur belle 3e place lors de la Coupe du Monde 2014. Suite à ça, la sélection a échoué coup sur coup à se qualifier pour des événements majeurs comme l'Euro 2016 ou encore la dernière Coupe du Monde en 2018. Un véritable travail de fond a dû être accompli pour redresser la pente et constituer un effectif talentueux et plein de promesses. Bien avant ça, les Pays-Bas ont connu beaucoup trop d'échecs en Coupe du Monde. Finalistes en 1974 puis 1978, considérés même comme la génération dorée du football hollandais menée par Johan Cruyff en personne.
La sélection n'a finalement jamais réussi à soulever ce fameux trophée malgré ses 11 participations dans son histoire. Dans un groupe de qualification composé de la Turquie ou encore de la Norvège, les Néerlandais se sont pourtant fait peur dès le début avec une première défaite 4-2 contre les rivaux turcs ou encore avec le match nul 1 partout contre la Norvège de Erling Haaland. Finalement, la logique a été respectée jusqu'au bout en enchaînant des victoires très importantes paraphées par un nombre de buts dérisoires, comme notamment une victoire 6-1 contre cette même Turquie au match retour. Les Pays-Bas terminent donc premiers de leur groupe, sont alors directement qualifiés avec 23 points au compteur devant les Turcs 18 points. L'un des entraîneurs les plus charismatiques sur la scène européenne a pris les commandes de la sélection hollandaise en 2021, juste après l'échec de l'Euro 2020. Louis van Gaal, connu pour avoir managé des top clubs comme le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore plus récemment Manchester United, revient sur le banc de la sélection hollandaise après des passages en 2000-2001 puis entre 2012-2014, amenant même cette même sélection troisième de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Depuis la fin de l'Euro 2020 et l'échec de son prédécesseur Frank de Boer, Van Gaal est le nouveau sélectionneur. Et même si son état de santé préoccupe, il garde la confiance de sa fédération pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. En prenant les rênes en 2021, Louis van Gaal a d'abord assuré un jeu en 4-3-3. Puis plus récemment, en 2022, il a pris goût au 3-5-2, utilisant la forte quantité de joueurs en défense centrale, mais surtout capable de changer le jeu en 2-3-5 en phase de possession, en utilisant des centraux qui sont versatiles, comme le jeune Joran Timber de l'Ajax, placé un peu plus haut au milieu de terrain, ou encore Dumfries en qualité de piston latéral. Il a toutes les cartes en main pour métamorphoser son système de jeu en cours de match. Le jeu est toujours en mouvement et permet une fluidité dans les passes. Tous les joueurs se retrouvent en totale liberté pour se déplacer dans les espaces offerts. La ligne de deux offensifs est aussi très confortable pour recevoir la balle et prendre la profondeur au bon moment. Et sans le ballon, les joueurs sont chargés de toujours marquer un joueur adverse pour bloquer toute tentative de passe. Le jeu néerlandais est parfaitement orchestré. Chaque mouvement est parfaitement ficelé par Van Gaal et chaque joueur répond parfaitement aux attentes du coach. Il va être difficile de citer tout le monde ici, mais bien entendu, derrière, le patron reste Virgil van Dijk, charismatique défenseur de Liverpool qui use de son talent dans son positionnement intelligent pour ne pas se faire déborder par les attaquants adverses. À ses côtés, on note Matthijs de Ligt, défenseur rugueux et physique qui prend du galon supplémentaire du côté de la Bavière en cette saison 2022-2023. Le jeune Joran Timber de l'Ajax pourrait également être ce troisième élément moteur de la charnière centrale. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong démontre ses qualités balle au pied pour effectuer des décalages et être toujours dans le bon tempo de son équipe. Georginio Wijnaldum aussi, vice-capitaine de cette sélection, et même un petit peu en dessous de ses qualités l'an passé avec le Paris Saint-Germain, reste néanmoins un élément précieux sous le maillot orange. Devant, l'incontournable Memphis Depay, fort de ses 12 buts et 6 passes décisives rien qu'en phase de qualification pour cette Coupe du Monde, a démontré une certaine maturité pour gagner ses face-à-face avec le gardien. L'attaquant barcelonais était même déjà présent en 2014 et a cette expérience pour amener tout son groupe vers la victoire finale. Cette sélection néerlandaise dispose de plusieurs qualités. Et bien entendu, quand on parle des Pays-Bas, on connaît le vivier important de joueurs et de talents que dispose cet effectif. Dans tous les compartiments, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, chaque joueur dispose de qualités impressionnantes pour aider cette sélection à aller le plus loin possible. On peut aussi rajouter
l'aspect tactique employé par son sélectionneur Louis van Gaal, qui lui maîtrise une philosophie de jeu qu'il essaye d'enseigner à son collectif. Tout semble articulé pour figurer dans le dernier carré au prochain mondial. Attention quand même à ne pas tomber dans les travers des expériences récentes. Une erreur individuelle peut coûter un résultat, comme ce fut le cas lors de l'Euro 2020 avec le carton rouge de Ligt, entraînant alors l'élimination précoce en huitième de finale de cette compétition. Après avoir raté 2018, les Pays-Bas veulent revenir sur le devant de la scène. Ils en ont les capacités, ils en ont les individualités et le collectif est ficelé de manière impressionnante. Ils sont clairement en mesure de battre n'importe quelle autre nation, quelle que soit sa confédération. À eux de rester concentrés pour tenter d'accrocher une place dans le dernier carré de ce mondial au Qatar. En suivant la logique, le Qatar et l'Équateur sont quand même les deux équipes les plus faibles de ce groupe. Et il est difficile de les voir triompher face à deux grands favoris comme le Sénégal et les Pays-Bas. D'ailleurs, ces deux équipes risquent de faire match nul entre eux pour leur premier match, mais les Pays-Bas risquent d'avoir peut-être une différence de goal average plus importante que les Sénégalais. Du coup, ça nous donne premier Pays-Bas, deuxième Sénégal, troisième Équateur et quatrième Qatar.